Un, deux, un, deux. Oh. Bien le bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Ed. Est-ce que vous allez bien, Japan Expo? Bon. Est-ce que vous savez qui on va recevoir aujourd'hui? Oui, non. Bon. On va recevoir quelqu'un qui a une très grande carrière. Bien évidemment qu'il est connu parce qu'il crie Kamehameha. Mais, est-ce qu'on peut vraiment résumer plus de 50 ans de carrière juste avec ça? Moi, non, je ne crois pas. Moi, non, je ne vais pas le résumer. Et pour ça, je vous demande d'accueillir bien fort, s'il vous plaît, Monsieur Patrick Borg. S'il vous plaît. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Patrick d'être là. Est-ce que ça va déjà? Ben écoute, oui, ça va bien, c'est une super convention. J'ai rencontré alors beaucoup de gens qui sont venus me voir que je connaissais déjà et d'autres que je ne connaissais pas ou à travers ma page Facebook qui m'ont dit j'ai eu la chance d'être tiré au sort et de pouvoir obtenir une dédicace de toi. Donc voilà, j'étais ravi. Et puis il y en a d'autres, j'aurais fait des dédicaces dans les couloirs quand ils m'ont croisé. Donc voilà, j'essaie de faire plaisir au maximum de personnes que je rencontre. On va commencer par quelques questions. J'ai envie qu'on revienne un petit peu de manière chronologique sur ton histoire. Alors je me mets un petit peu comme ça, je veux pas que tu voies les questions. Ah ben, je vais pas les regarder, alors. Est-ce que tu les as eues à l'avance? Est-ce que tu les as eues à l'avance, les questions? Non. C'est très bien, c'est très bien. Bon, ta carrière commence à 10 ans. Tu deviens comédien. Comment te retrouves-tu à monter sur les planches, puis, peu de temps après, à commencer le doublage? Raconte-nous ça. Alors, je me suis retrouvé sur les planches. Pourquoi? J'avais dit à mon père que j'aimerais bien faire de la comédie en regardant à l'époque Belle et Sébastien avec Mehdi à la télé. Mon père donc a trouvé une école qui s'appelait l'école des enfants du spectacle. Il m'y a inscrit et le jour de l'inscription, nous étions au mois d'avril ou au mois de mai, la directrice lui dit que Patrick descende, c'est l'heure de la récréation. Comme ça, il verra les jeunes enfants, certains déjà comédiens qu'on peut voir à la télé ou au théâtre, pendant qu'on fait l'inscription. Donc je suis descendu. J'ai rencontré, alors j'ai vu Roland de Mongeau qui tournait dans Tom Sawyer à l'époque, waouh, qui avait mon âge, quoi, qui avait 10 ans, peut-être 12. Et à ce moment-là est arrivé un monsieur qui s'appelait Jean Mercure, que je ne connaissais absolument pas, qui a pris la direction du théâtre de la ville ex-Sarah Bernard. Nous étions donc en 1967. Et il choisit des enfants dans la cour. Il fait lui, elle, voilà. Et des professeurs lui disent mais il n'est pas encore là, il sera à l'école qu'au mois de septembre. Bon, d'accord, très bien, merci madame, lui répondit-il. Et il nous donne un texte. À chacun, peux-tu le dire comme ça, très malheureux, très heureux, très angoissé. Donc on joue le texte comme on peut. Il me donne sa carte de visite en me disant « Vous donnerez ça à vos parents et je souhaiterais que vous passiez une audition. » Donc mon père l'appelle et il dit « Voilà, j'ai rencontré votre fils. » Et mon père lui répond, lui dit « Mais vous avez vu des enfants qui tournent déjà ou qui prennent des cours de comédie? Mon fils n'a encore jamais rien fait. » Il a dit « Oui, mais j'ai bien aimé la façon dont il m'a joué les textes. J'aime bien sa nature. J'aimerais lui faire passer l'audition. » J'en ai passé une deuxième, une troisième. Et à l'âge de 10 ans, j'ai eu un contrat d'1 an au Théâtre de la Ville. Donc ça, c'était formidable. Et le doublage est arrivé la même année parce que je jouais avec Fernand Sardou, le papa de Michel Sardou, qui était un monsieur, j'ai des souvenirs extraordinaires, un amour d'homme, de gentillesse, de bienveillance et drôle, plein d'humour, qui avait dit un soir à mon père qui venait me chercher au théâtre le soir, « René, je connais des gens qui cherchent des voix d'enfants pour le doublage. Tu devrais les appeler. » Mon père les a appelés, j'y suis allé, j'ai passé un essai
et ils m'ont rappelé 15 jours après pour faire une petite voix pour un petit guest sur la série Flipper le Dauphin à l'époque. Voilà. Et puis ensuite, après, ça a fait boule de neige. Puis il y a eu des moments, des années où ça a marché très bien. Il faut penser qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de doublage. D'abord parce qu'il n'y avait qu'une chaîne, la première, en noir et blanc. Et que la plupart des doublages que l'on faisait, c'était surtout pour des films cinéma. 2 ans plus tard, à 12 ans, déjà expérimenté, tu deviens pensionnaire de la Comédie Française. Non, Ah, j'ai fait une erreur. pensionnaire, c'est autre chose. Non. Pardon. J'étais, oui, c'est en 1971 où c'est pareil, j'avais été remarqué et j'étais, comment ils appellent ça, pas sociétaire. Oui, c'était pensionnaire, je crois. Tu as raison. Pensionnaire, et j'ai joué donc une pièce qui s'appelait Les Gracques de Jean Giraudoux, une pièce inachevée que j'ai jouée pendant pas tout à fait une année. À cette époque-là, pendant quelques années, tu vas enchaîner donc ton activité de doublage, mais également du théâtre. Pour toi, est-ce que tu avais une préférence à l'époque? Et quels sont les avantages de l'un ou de l'autre? Toujours le théâtre, et même encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on joue pour un public. Et, alors on ne le voit pas, bien évidemment, quand on a les spots dans les yeux, mais c'est toujours plus agréable de jouer pour quelqu'un. Bien évidemment, le théâtre, pour moi, c'est la base de ma formation, c'est ce que j'aime faire. Mais j'aime le doublage. Pourquoi? Parce qu'en doublage, ce qui est merveilleux, c'est que je vais doubler, par exemple, des personnages. Il n'y a qu'à voir, hein. Quand je double David Boreanaz, il est beau comme un dieu. Moi, pas. Et je suis beaucoup plus vieux que lui. Et donc, ce qui est formidable, c'est qu'on a la possibilité de doubler des gens qui, de toute façon, même si on avait tourné le rôle, on ne l'aurait pas fait parce qu'on n'a pas le physique de la personne. Donc, il n'y aurait pas eu de correspondance. Donc c'est ça qui est amusant, et d'avoir la possibilité de doubler des acteurs différents, dans des jeux différents, des caractères différents. C'est ça qui est très chouette dans le doublage. Moi, je prends des applaudissements pour la réponse, mais... Merci. Donc très jeune, tu commences à travailler, on a dit 10 ans, pendant plusieurs années. Oui, pendant plusieurs années. Ouais, le théâtre, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, c'est pas arrêté. J'ai enchaîné, à tel point qu'à un moment, j'en ai eu marre et on m'appelait pour des trucs. Je disais non, je suis pas libre. J'ai eu tort d'ailleurs, parce que des grands metteurs en scène, des grands réalisateurs m'ont appelé à l'époque, comme Lelouch et tout. Je disais non, je suis pas libre, j'ai pas envie. Puis après, je te dis pas, ça a été à gauler. Après, j'ai fait tous les boulots du monde pour m'en sortir. Hein. On t'oublie très vite dans ce métier. Ça va très, très vite. Est-ce que cette période-là, tu as dû grandir un peu plus vite, peut-être trop vite? Est-ce que tu as eu l'impression de vivre une enfance? Parce que quand tu fais du doublage, tu travailles avec les adultes. J'ai eu une enfance différente, bien évidemment, j'ai eu une enfance différente. J'allais à l'école, j'avais des copains à l'école du spectacle quand même, il y avait pas mal de gamins qui y tournaient. Et j'ai eu une enfance dans un milieu d'adultes, mais qui me convenait. Pourquoi? Parce que je me marrais plus avec les adultes qu'avec... Alors j'aimais bien les membres de mon âge, mais même mes copains à l'époque, quand j'avais 12 ans, ils en avaient 17-18, quoi. Parce que moi j'aimais bien les beaux textes, les trucs, et quand je parlais d'un texte, si je parlais d'un Molière à un membre de 12 ans, il me regardait avec des yeux comme ça en me disant il va pas bien lui. Là. Mais j'aimais bien aussi faire Deli, Dello dans la cour de récré. J'étais aussi un membre comme tous les membres, mais comme j'ai grandi dans un milieu d'adultes et avec le théâtre, j'étais probablement un peu différent, certainement. Différent, mais très heureux au final. Ah oui, très heureux, oui, absolument. Oui, ça m'amusait, moi, d'aller au théâtre, de jouer au théâtre. L'école, j'aimais pas trop. L'école du spectacle, c'était génial. On avait cours que l'après-midi, donc ça m'arrangeait. Et on avait les matinées, justement, pour se reposer. Parce que quand je jouais au théâtre avant l'âge de 16 ans, on joue un soir sur 2. C'est la loi pour permettre aux enfants de se reposer, ce qui est très bien, d'ailleurs. Et à l'âge de 16 ans, après, j'ai joué... puisque la loi française, on est en droit de travailler à 16 ans. Après, je jouais tous les soirs. Il faut que j'introduise ma prochaine question avec un petit peu de contexte. En ce qui concerne ton papa, c'est un monsieur qui, comme toi, nous a fait rêver. Si je dis une bêtise, tu me le dis. Hein. Puisqu'il est le réalisateur de la première saison des Shadocks, créateur de Nono le petit robot, il a travaillé sur Ulysse 31 et sur Une fois la vie. J'aimerais savoir si pour toi, il y a eu inconsciemment ou non de sa part une notion de transmission.
Oui, artistique. mais automatiquement, parce que je voyais quand même à la maison des gens comme Cabu, comme Uderzo, comme Goscinny. Je me souviens, Cabu, je l'ai connu, il était à la ramasse, quoi. Il avait avec une paire de pompes qui avait 18 ans, avec des trous partout, il n'avait pas un rond, mon père non plus. Et je me souviens qu'ils parlaient, ils étaient là tous avec leur clope, ils faisaient des dessins. Un jour d'ailleurs, ils faisaient dessiner, ma mère fait « Mais c'est la feuille d'impôt !» Elle est allée rechercher une feuille aux impôts. Les mecs n'ont pas gardé, ce qui est dommage. Ça avait des dessins de Cabu, de Goscinny, il y avait quelques personnages importants qui avaient dessiné dessus. C'était rigolo. Mais c'est des gens, c'est leur début. Cabu, c'était les débuts, c'est l'époque où il fait le Grand Duduche. Tu vois, pour le journal Pilote, dans le journal Pilote, il commençait, il était tout jeune. Oui, ils ne gagnaient pas leur vie, mon père non plus. Faut savoir quand même qu'à la maison, c'est ma mère qui a fait tourner la baraque les 6 premières années, qui était une simple corsetière qui travaillait avec ses parents dans le 14e arrondissement et qui faisait bouffer tout le monde et qui disait à mon père, prends le temps, tu as du talent, tu y arriveras. Voilà quoi. Famille de saltimbanques, ouais. Donc je prends une transmission au final involontaire mais naturelle. Oui, complètement, oui, bien sûr, involontaire, mais c'est vrai que j'aimais voir ces gens. Alors le dessin, en plus, quand tu es un môme, c'est extraordinaire. Tu vois une feuille blanche et il commence un trait, tu dis ça c'est quoi? Tiens, il commence par la main, il remonte à l'épaule, il fait le visage. Et ça naissait avec un talent fabuleux. Donc quand tu es gamin, tous les enfants aiment dessiner, plus ou moins bien, on s'en fout. Mais on aime dessiner, un enfant aime dessiner et j'adorais, oui, voir ça, c'était extraordinaire pour moi. On a parlé de tes débuts dans le théâtre, on a parlé de tes débuts dans le doublage, mais tu as aussi fait de la direction artistique entre 82 et 94, au final pendant assez longtemps, avec par exemple alors, des films d'animation en vérité que je pense on est beaucoup à connaître, comme Cobra, Pat Labor, Street Fighter 2, ou des OAV, comme par exemple Appleseed ou 3x3 Ice. J'aimerais savoir, s'il te plaît, qu'est-ce qui t'a... Moi, personnellement, tous les noms qu'il vient de dire, les 3/4, je m'en souviens pas. Heureusement qu'il a tout noté. Hein. J'en ai inventé la moitié. Je peux continuer si tu veux. Non, mais bien sûr, j'ai adoré la direction artistique, c'est complètement autre chose. Voilà, c'est un petit peu mettre en scène, de toute façon, des comédiens qui connaissent leur métier. Et surtout, tu sais, dans le doublage, il y a des moments où tu vas commencer par une scène qui est dans le milieu du film. Si le type est en pleurs ou en train de hurler, faut quand même expliquer, même si le comédien le voit et qu'il entend en anglais ce qui se passe, il va reproduire la même émotion, mais il est quand même important de lui dire pourquoi il est en larmes, pourquoi il pleure ou pourquoi il est très en colère, parce qu'il y a quand même des colères ou des pleurs différents. Donc le directeur artistique sert, et là, le film, généralement, je le visionnais plein de fois, puis dire non, mais attends, tu vas voir, cette scène-là, on va la faire après, parce que l'autre comédien qui est avec toi n'est libre que cet après-midi, donc on fera la scène cet après-midi, et s'il est dans cet état, dans cette scène, c'est parce que précédemment, ce que tu n'as pas vu encore, il s'est passé ça, ça et ça de tragique. Ah d'accord, merci. Voilà. Tu en as refait ces dernières années. Alors ces dernières années, je compte large. Hein. Si j'ai refait de la direction artistique? Oui. Non, je n'ai plus eu envie... pour des raisons personnelles et tout simplement parce que j'ai eu la chance à l'époque, quand une société de doublage te donnait un film, on avait une liberté totale de choisir les comédiens, voilà. C'est-à-dire de vraiment rendre une version française terminée et mixée. Maintenant, trop souvent, les clients ou les chaînes t'imposent, on veut tel comédien, on veut tel comédien, ce sera tel auteur et tout. Ça m'amuse plus. C'est-à-dire, tu viens là juste pour dire non, écoute, regarde là, tu l'as pas bien joué, regarde son œil là, regarde ce qu'il fait, il s'est baissé là, il n'y a pas eu l'expire, donc tu vas la refaire. Ça m'amuse moins. La question qui arrive n'est pas du tout orientée, c'est totalement, elle sort comme ça, même pas pensée. Est-ce que tu as peut-être eu déjà l'occasion de diriger des gens dont tu trouvais le travail admirable? Et si oui, qu'est-ce que ça fait? Oui, bien sûr. Oui, des gens admirables. Il y a un film que j'avais beaucoup aimé avec Pete Postlethwaite, il va falloir que je retrouve le nom, qui était un film merveilleux où j'avais des comédiens merveilleux, français, dont
Jean Berger, qui était la voix de John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir. Jean était déjà un monsieur âgé. Et voilà, c'était des vieux de la vieille. Et ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que je me retrouvais à diriger des gens, ceux qui m'avaient appris ce métier. Et ça, c'est merveilleux. Au début, j'y allais un peu sur la pointe des pieds, parce que je me souviens, il y avait Jacques Thébault aussi, la voix de Steve McQueen. Et Jacques me disait, mais tu n'as rien à me dire? Je dis, mais non, mais c'est parfait, Jacques. Puis je n'osais pas trop. Fait, j'aimerais quand même que tu me donnes ton avis. Alors mon avis, c'est vrai, j'aurais peut-être... Eh ben voilà, c'est intéressant, il faut me le dire. Mais moi, je n'osais pas. T'imagines, je me retrouve à diriger mes maîtres. Donc j'y allais quand même avec beaucoup de pudeur et d'humilité. Et ils me disaient, mais non, 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 Patrick, on fait le job. Et c'était adorable de leur part. On change de sujet. On va parler de jeux vidéo, parce qu'on te retrouve aussi dans beaucoup de licences. Hop là, ma petite liste. On peut entendre ta voix dans Diablo 3, Fallout 3, The Witcher 3, Fable 3. Tu fais que des 3 ? Non mais, bon, j'ai quand même cherché. En vrai, j'ai trouvé autre chose. Mais j'ai trouvé ça rigolo. On peut malgré tout entendre aussi, tu es par exemple Optimus Prime dans les jeux Transformers ou le Soldat 76 évidemment dans Overwatch. Ma question, y a-t-il des différences entre un doublage de jeux vidéo et un doublage de série? Si oui, lequel tu préfères? C'est même pas une question de préférence, c'est qu'un doublage de série, tu as une image, tu as des comédiens à l'image, tu as un écran, donc c'est comme une salle de cinéma, on a le micro derrière, la bande rythmo, c'est là où est écrit le texte qui défile, il y a devant une barre, et dès que les mots arrivent devant la barre, il faut commencer à jouer le texte. Pour un jeu vidéo, c'est sur une feuille 21-29-7 la plupart du temps, et nous n'avons pas d'image, puisque nous enregistrons dans tous les pays du monde, nous en France, d'autres en Italie, d'autres en Allemagne, avant que le jeu ne soit terminé. Parce que bien évidemment, quand c'est un gros jeu, ça coûte des millions d'euros, et ils veulent que que le jeu sorte en même temps dans le monde entier. Donc il faut que ce soit enregistré, mixé, donc on n'a rien. Le directeur artistique là va dire écoute, je crois, écoute bien ce qu'il fait en anglais, mais l'anglais qui a été le premier à l'enregistrer, c'est pareil, il n'avait pas d'image. Alors la difficulté, c'est qu'il y a des moments, si je te parle comme ça, je vais te parler, toi, à côté de toi, mais si je te parle que t'es là-bas, ben, je vais timbrer, et ça, il y a des moments, on ne le sait pas. Alors on va faire un petit peu entre les deux, parce que si c'est proche, ben, ça passera, si c'est loin, ça passera aussi à peu près. C'est pour ça qu'on voit parfois des jeux vidéo, en fait, tiens, mais parce qu'on n'a pas l'image. Il y a eu très peu de jeux vidéo faits avec l'image comme en doublage. C'est arrivé, mais comme t'imagines le prix dans tous les pays du monde, donc ce sont toujours des raisons économiques. Donc ça peut être un petit peu plus stimulant d'avoir une série, ou en tout cas d'avoir un projet sur lequel on voit l'image. Bah, c'est toujours plus intéressant quand tu vois l'image. Tu sais, moi je dis toujours, le côté technique, c'est de mettre les mots dans la bouche que le synchronisme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le comédien américain, bah, c'est lui qui parle, mais en français. Je dis, mais ce que je disais toujours à un jeune comédien qui démarre, je dis, arrêtez de regarder la bouche, ça c'est le côté mécanique, on verra après. Je dis, pour l'instant, le plus important, c'est de trouver le jeu. Et le jeu, il y a des moments où je dis, je ne suis pas dans son rythme. Tu n'es pas dans ce rythme parce que tu n'es pas dans sa sensibilité, tu n'es pas dans son œil, tu n'as pas inspiré au même moment que lui, donc tu ne peux pas être dans son rythme. Et la sensibilité, elle est dans l'œil. Quand tu parles à quelqu'un, je te parle, je ne regarde pas tes lèvres, voir comment elles remuent, je te regarde dans les yeux. Ben voilà, c'est la même chose. Merci pour cette réponse. On va maintenant aborder le doublage de série. L'objectif, encore une fois, et je le dis clairement, c'est un comme à la maison, Patrick Borg. Comme je l'ai dit au début, on va un petit peu parler de Goku, oui. Mais je veux montrer très brièvement, parce que comme je le dis, plus de 50 ans de carrière, que tu es bien plus que ça. Comme tu dis, plus de 50 ans, c'est 58 ans exactement. Oh, j'osais pas dire presque 60. Aussi, tu peux dire mon âge, j'ai 68 ans, j'ai rien à cacher. C'est comme ça, c'est passé vite, c'est un peu une grande farce. La vie, je vous le dis, hein, à vous les jeunes, profitez. Hein. J'ai toujours dit à mon fils, mais profites-en. Croyez-moi qu'il a bien compris la leçon, le sagouin. En ce qui concerne le doublage de films ou de séries, tu l'as dit tout à l'heure, tu es la voix de David Boreanaz dans Buffy, Angel ou Bones. Également Charlie Sheen, par exemple dans les Hot Shots.
Ah, alors voilà, souvent on me demande des souvenirs. Quel est ton meilleur souvenir? J'en ai pas qu'un, j'en ai plein. Mais ce film, qui a été fait il y a plus de 35 ans, je crois, je me suis beaucoup amusé. Parce que c'est tellement déjanté, cette parodie de Top Gun, De Rambo, en vrai, plein de Rambo, tout choses. ça. Je me suis beaucoup amusé à faire ça à l'époque. Mais aussi de Christian Slater dans Entretien avec un vampire. Ouais. Et si on parle uniquement de films, Mickey Rourke aussi dans Johnny Belle Gueule, enfin il y en a eu beaucoup. et si on parle uniquement donc de films, Transformers, Les Trois Mousquetaires, Valérian ou Constantine, parmi tous les films ou toutes les séries dans lesquelles tu as participé, si tu avais le choix d'incarner le personnage, cette fois-ci en tant qu'acteur, sans tenir compte du physique, lequel serait-il? Parce que tu trouves Ah bah le rôle Constantine, intéressant. j'aurais bien aimé parce que c'est intéressant à jouer, c'est Satan. Voilà, Et c'est Satan donc, dans Constantine. Ça, c'est très intéressant à jouer. Si tu veux, le rôle du héros, c'est quoi un héros? Généralement, il a une chérie dans le film, il est amoureux, des trucs. C'est pas les rôles les plus intéressants. Les rôles les plus intéressants, ce sont les rôles de salopard. Mais bien évidemment, c'est bien plus intéressant que... Voilà. Et puis, ce que tu aimes jouer, quand tu es comédien, c'est tout ce que tu n'es pas. Sinon, si c'est jouer un personnage qui me ressemble, bon, bah ouais, c'est moins amusant, quoi. Je me connais un peu, donc je préfère jouer, interpréter quelqu'un que je ne connais pas du tout. Donc Satan dans Constantine, je prends bonne note. On va aborder le thème du doublage, vas-y je t'en prie, de séries animées. Donc depuis longtemps, tu es très connu pour ton rôle évidemment de Roland dans Ranma 1/2, de Alcor dans Mazinger Z, et évidemment pour Goku dans Dragon Ball Z, évidemment. Tu es indissociable de Goku, il est le gentil héros avec qui nous avons grandi, mais pour toi, qui est Goku? Ah, qui est Goku? Qui est Goku? Je pense que chacun aura sa petite interprétation par rapport à sa sensibilité, et ça, faut le respecter. Goku, c'est un gentil personnage, un peu niais, un peu nunuche par moment, qui aime bien bouffer, mais qui a aussi des valeurs. C'est-à-dire les valeurs de la famille, de défendre son territoire. C'est une culture complètement autre. Hein, ce qui est des fous dans DBZ, quand c'est arrivé en France, c'est bon, il y avait eu Goldorak, tout ça, où j'ai fait la voix d'ailleurs de Mazinger Z, qui est le premier, puisque Goldorak est arrivé en France, mais Mazinger Z est sorti d'abord au Japon. Mais en France, il est sorti des années après, et donc j'avais fait la voix de Mazinger Z, puisque le premier comédien, Daniel Gall, avait vieilli, la voix était trop âgée. Mais donc Sangoku, oui, voilà, c'est ce petit personnage gentil, adorable, que les gens aiment bien. Mais tu sais, le personnage préféré, et je vais lui faire un hommage à cet ami que je viens de perdre, que nous venons de perdre, voilà, Éric Legrand, qui était la voix de Vegeta. Mon Éric, à toi. Le personnage de Vegeta est un personnage trouble, qui est toujours dans la souffrance, mais qui a une intelligence, mais il est tout le temps dans une souffrance. Et je trouve, il est beaucoup plus intéressant à jouer que Son Goku. Et d'ailleurs, je sais que dans le monde des fans de Dragon Ball Z, Vegeta est le personnage préféré. Alors tous les fans là me disent, ouais, mais qui va remplacer Eric? Déjà là, ça va se produire sur Daima, où il y aura très peu d'épisodes, puisque mon personnage, le personnage d'Eric, de Marc Le Serre, de Céline Monsara, sont là pendant, il y a 24 épisodes, pendant 22 épisodes, ils sont enfants. Donc déjà, ce sera Brigitte Lecordier, pas moi, pour ce qui est normal. Quand il est enfant, le mien n'apparaîtra qu'étant adulte. Par qui? Parce que passer derrière Éric Legrand, d'abord, ça va être difficile. Il y mettait un tel cœur, une telle volonté. Mais c'est surtout que, pour les fans, ça va être terrible. Parce que ça ne sera plus jamais la même voix. Mais c'est arrivé pour un ami intime qui s'appelait Patrick Poivet, qui est décédé, qui était la voix de Bruce Willis, Lucioni, la voix d'Al Pacino, qui est décédé aussi. Enfin, tant là, c'est quelques années. Il y a plein de copains et d'amis qui sont partis. Mais malheureusement,
c'est votre génération qui va en souffrir. Dans 10 ans, ils n'auront connu que les nouvelles voix. Voilà, il va falloir le temps d'avaler la pilule, mais on ne peut pas faire autrement. Je vous demande, s'il vous plaît, quelques applaudissements qui sont bien mérités. J'avoue que c'est un sujet que je n'osais pas aborder, mais... Non, mais si, Eric, si vous voulez, il ne voulait pas parler au téléphone. Il me disait, je n'arrive à parler qu'avec ma femme. Il disait, même avec mon fils, Patrick, j'ai du mal. Ne m'en veux pas, je préfère qu'on s'écrive. Et on s'est écrit tous les jours, plusieurs fois par jour, jusqu'au bout, parce que je voulais le soutenir. Il avait toute sa tête. Il me disait, c'était une récidive de cancer, un myélome, mais il me disait, mon Patrick, même s'il trouvait un nouveau protocole qui fonctionne aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Mon corps est brisé de partout. Mes os se cassent. J'ai des fractures alors que je suis allongé qui se produisent tout seul. Donc même si on trouvait un protocole, ce serait foutu. On ne peut pas revenir en arrière, reconstituer mon corps. Et il avait vraiment... Et le dimanche soir, il m'a dit, c'est mon Patrick, je te disais que j'attendais qu'on me reçoive dans un hôpital pour... et le dimanche soir, il me dit, ça y est, lundi matin, je commence une sédation profonde et j'espère que ça va aller très vite. Et là, donc, je lui ai écrit le lundi, je lui ai écrit le mardi, je lui ai écrit le mercredi, et le mercredi après-midi, son fils Valentin m'a appelé et m'a dit « Patrick, ça y est, papa est parti. » Pardon. Allez, on va enchaîner. Je passe à quelques questions plus loin, tu vas voir. Je vais te poser ce que j'appelle des questions chips. Je voudrais des réponses chips, c'est-à-dire sans réflexion. Mais c'est un truc je ne réfléchis jamais, donc courte. Je ne connais pas le mot. Et courte, Patrick. Et courte, ça j'ai plus de mal. Voilà, c'est pour ça. J'ai un peu une diarrhée verbale, je l'avoue. Comme une chips. Alors, et j'ai une contrainte. La réponse n'est pas Goku. Réponse rapide et la réponse n'est pas Goku. Dans Dragon Ball, le personnage que tu n'aurais vraiment pas aimé doubler. Aucun. J'aurais aimé tous les doubler, peu importe. Oui, bien sûr. Il n'y en a pas un qui aurait été trop difficile pour toi? Non, non, non. D'accord. Bulma, ça aurait donné quoi par toi? Une petite voix comme ça. Allez, je prends. Celle-là, on a déjà eu la réponse. Pour toi, le personnage qui aurait mérité d'être le héros, on l'a déjà dit, Vegeta, on peut rester là-dessus, on peut rester là-dessus. Cette fois-ci, on sort de Dragon Ball. C'est dans tout ce que tu as fait, mais la réponse n'est toujours pas Goku. En convention, le personnage qu'on te demande le plus. Ouais, je crois que c'est... En tout cas, pour l'animation, c'est Son Goku. Ça, c'est sûr. Après, revient dans les comédiens que j'ai doublés, parce que je le double depuis longtemps, David Boreanaz, parce que Buffy contre les vampires, Angel, Bones, Seal Team, voilà. Le personnage, encore une fois, qui n'est pas Goku, le plus intéressant à doubler. Waouh, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs. David Boreanaz, par exemple, j'adore. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'évolution. Quand je commence à le doubler, il est très jeune dans Buffy contre les vampires. Moi, j'étais aussi un peu plus jeune. Mais j'ai surtout vu ce comédien comme un bon vin se bonifier. Parce qu'il travaillait de plus en plus. Mais moi aussi, j'ai continué à me bonifier, si tu veux. Moi aussi, quand on n'est jamais arrivé, j'apprends tous les jours des choses sur une émotion, sur une façon d'interpréter. On apprend tous les jours. Et David Boreanaz, donc j'ai continué, je l'ai suivi, et c'était hyper intéressant de voir les changements. Après, il y en a eu plein. Constantine, j'ai adoré, parce que ce personnage démoniaque, il y en a eu beaucoup. Charlie Sheen dans les Hot Shots, Charlie Sheen dans D'Artagnan, ça n'a rien à voir. Ça n'est plus le même personnage, mais... Le plus dur à doubler? Peut-être des modifications de voix ou... Peut-être justement dans Satan, dans... redis-moi le titre. Constantine. Dans Constantine. Très bien, je prends. Et dernière question, cette fois-ci, si tu veux, tu peux un peu plus prendre le temps de réfléchir. On ne tient pas compte des conventions.
Si tu n'avais pas été sur Goku, est-ce que tu penses que ça aurait eu un énorme impact sur ta carrière, puisqu'on a vu qu'en fait tu fais plein de choses? Et si oui, à quel point? Est-ce que peut-être tu aurais fait plus tu aurais été plus sur les Je sais pas, planches tu sais, il y a tellement de choses que je n'ai pas enregistrées et qui ont dû avoir un impact sur ma carrière sans que je le sache. Déjà, tout ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal et je suis content de l'avoir fait. Tu sais, quand tu es intermittent du spectacle, déjà, quand tu as du travail, que tu as la chance d'en vivre pendant autant d'années que moi, si tu es croyant, tu fais merci mon Dieu, parce que c'est tellement difficile de vivre, artiste, que tu sois sculpteur, peintre, écrivain, c'est tellement dur d'y arriver, de pouvoir simplement en bouffer. Je ne parle pas des stars, je ne suis pas une star, loin de là. Star de quoi? De voix, ça me fait marrer quand certains... Je suis star, oui, bien sûr, bien évidemment. Mais voilà, déjà d'avoir la chance de vivre de son travail, quel qu'il soit, c'est merveilleux. Donc, j'entends, tu n'es pas une star. Ah non, J'entends. surtout pas, vraiment pas. D'accord. Quand le président vient sur Japan Expo, il veut rencontrer Patrick Borg. Imaginons... Attends, c'est pas la question, c'est un fait. Imaginons, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est arrivé hier. Hier, hein, c'est ça, voilà. Imaginons que toi, tu es quelqu'un que tu puisses rencontrer. Qui ce serait? Oh, je ne sais pas, comme ça, la question, tu me dirais, je sais pas, il y a plusieurs personnes que j'aimerais bien rencontrer dans ma vie, mais comme ça, une particulièrement, non, parce que j'en blesserais d'autres et j'ai pas envie. Mais oui, notre président de la République, alors là, je me suis levé hier matin à l'hôtel, voilà, je viens à la convention faire des dédicaces, et à un moment, il y a un des jeunes garçons du staff qui vient de dire, Patrick... il y a monsieur Emmanuel Macron qui voudrait te rencontrer, est-ce que tu accepterais? Et je lui réponds bien évidemment, et il est accompagné de la reine d'Angleterre. Parce que tu n'y crois pas un instant, bien évidemment. Je dis oui, je veux bien. Je me suis dit, bon, dans le salon, je les connais tous, et même les organisateurs depuis très longtemps, je me suis dit, bon, ils m'ont fait une farce. Allez, jouons le jeu, allons-y. Et j'y vais, j'arrive, et là, je vois la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, je le vois. Ah, merde, c'est vrai. Mais il veut me voir, me rencontrer. C'est pas possible. Je ne le connais pas. Et donc je m'approche, un de ses protecteurs, garde du corps, fait papa, monsieur, je fais non. Il paraît que monsieur le président souhaiterait me voir. Donc il y va, il dit à l'oreille, et là Emmanuel Macron se retourne, fait oh Patrick, quel plaisir! Mais comme si j'étais un vieux pote depuis toujours. Et je regarde, mais écoutez, c'est très gentil avec moi. Très honoré, enchanté. Alors, je sors cette année, c'est curieux, c'est amusant, on a dû déjà vous le dire, mais c'est fou comme vous ressemblez au président de la République. Il a éclaté de rire. J'ai dit, mais écoutez, que me vaut cet honneur? Je suis très touché, mais pourquoi? Il me dit, vous savez, avant de travailler dans la finance et d'être président de la République, j'ai été un enfant et un adolescent et j'adorais des BZ. Et je connais votre voix, j'aime beaucoup votre voix. Et là, je me suis aperçu qu'il n'y a pas d'ânerie, parce qu'il m'a sorti des détails très précis sur des séries qu'il regardait, sur David Boreanaz et tout. Et là, j'ai halluciné, quoi. Mais en même temps, c'est formidable, parce que, je veux dire, quand même, président de la République, c'est quand même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est autre chose. Quand même, métier avec des responsabilités, mais épouvantables, qu'on n'imagine même pas. La veille, il parlait avec les trucs pour Poutine, voilà. Et le lendemain, il décide d'aller. Il me fait, mais j'adore la pop culture. Il est venu d'ailleurs sans la presse et tout. Il est venu un peu en catimini avec ses gardes du corps parce qu'il ne peut pas sortir sans. Et ça humanise la personne, quoi, qui vous dit, mais je suis ravi, mais oui, j'adore ça. Moi, je trouve ça extraordinaire et ça humanise. Et puis, avant d'être président ou quoi que ce soit, c'est avant tout un être humain, tout simplement. Et bravo. Bravo de le faire. Je trouve qu'il a osé le faire, c'est bien. Oui, encore une fois, l'objectif n'est pas du tout de faire de la politique, mais le président qui veut rencontrer Patrick Borg. Oui, donc ça c'est surréaliste. On a parlé tout à l'heure de transmission. Je prends la question suivante. Ton fils, Johan, est comédien et fait du doublage. La question est simple. Parle, mon Johan. Oui, vas-y, parle. Le fait qu'il suive ta voie professionnelle est-il un souhait, une crainte? As-tu eu un impact là-dessus?
Alors un impact quand Johan m'a dit, il a osé me dire à 18 ans, tu sais, papa, il arrivait sur la pointe des pieds en marchant sur des œufs, tu sais ce que j'aime, l'école, mais le gonflait, il était un peu le digne fils de son père, brillant, mais ça l'amusait pas. Et il me dit, voilà, tu sais, j'aimerais bien faire comme toi. Alors, il a quand même grandi, Johan, avec mon père, son grand-père, où il a vu rencontrer pas mal de gens. Moi, il a rencontré pas mal de gens quand même à la maison, de copains qui passaient, certains pas les moindres, très connus. Et quand ils les entendaient parler, il me dit, mais je t'ai vu, toi, papy René, un coup à la ramasse, le lendemain, tiens, ça allait mieux, il y a des ronds qui rentraient, toi pareil. Il me dit, mais en tout cas, il y a quand même un truc extraordinaire. Je vous ai toujours vu vous marrer dans la vie. Il me dit, voilà, j'ai envie de me marrer. Il me dit, peut-être que tu aurais souhaité que je sois avocat ou banquier. J'ai dit, non, je ne souhaite qu'une chose, Johan. C'est qu'un jour, tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dises, papa, je suis un homme heureux. C'est tout ce que je veux. J'ai dit, maintenant, tu fais ce que tu veux et surtout ce qui te plaît. Donc, tu as envie de faire ça? Tu as envie d'être comédien? Il n'y a pas de problème. On va commencer par la case départ. Je vais t'inscrire dans un cours de théâtre et puis après, on va voir. Il faut commencer. Oui, mais toi, oui, moi, j'ai eu la chance de commencer et d'apprendre ce métier avec des pros, sur le tas. J'ai dit, mais là, je ne connais pas de pros qui vont te prendre au théâtre, qui vont te faire travailler, donc on fait comment? Donc, c'est les cours de théâtre, et puis après, bon, ce sera un petit peu plus facile quand tu iras frapper aux portes parce qu'on sait que tu es mon fils, mais pas que, parce que je n'ai pas que des amis dans ce métier. Et Johan, parfois, allait bosser, il disait, oui, je suis Johan Borg, et il y avait des gens qui disaient, ah, mais tu es le fils de Patrick Borg? Oui, oui. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tu le payes aussi, comme moi, je l'ai payé avec mon père, hein. Pareil. Ça en ouvre et ça en ferme. Bon, là, je ne cache pas que j'ai une question, c'est la question qui me rend le plus fier de cette interview. Tu vas voir, c'est très... Tu fais quoi quand tu travailles pas? Tu as une passion? Voilà, j'en ai plein. Alors, pendant des années, après j'ai arrêté parce que ça coûtait un peu cher. J'ai fait de la compétition en karting, j'adorais ça. J'adore la vitesse, j'ai toujours été motard, je suis toujours motard, j'adore ça. Et voilà, j'ai fait de la compète en kart. Mais sinon, j'aime tout. J'aime bien cuisiner quand des amis viennent à la maison. J'ai retapé des baraques toute ma vie. D'abord parce que déjà obtenir un crédit quand tu es comédien, intermittent du spectacle, bonjour. Donc j'achetais toujours des maisons, mais qui avaient une gueule sympa, mais qui étaient des épaves. Et au début, je ne savais aller à peine. Et puis j'ai appris parce que je n'avais pas les moyens de me payer des entreprises. Puis j'en ai retapé une, puis une deuxième. Puis je me dis, oh bah tiens, c'est quand même chouette. Quand je la revends 5 ans après, j'ai gagné de l'argent. C'est net d'impôts parce que t'es pas imposé dessus. Et j'ai fait ça toute ma vie. J'ai retapé 6 baraques. Là, la dernière, là maintenant, c'est fini. Hein. Voilà, c'est bon, j'ai donné. Mais je sais pas, je m'intéresse à plein de trucs. Je peux aimer sculpter, peindre. Je suis un curieux de nature. J'aime bien essayer. Je vais aller chez un copain qui est charcutier. Ah, comment tu fais? Comment tu prépares ça? Un type ébéniste. Je vais le voir avec son ciseau à bois, son maillet. Je fais waouh! J'ai envie d'essayer. Tu vois, ouais, je suis curieux. Je crois que la vie, ça sert qu'à ça. Hein, puisqu'un jour, on fait, allez, au ciao, bonsoir, on s'en va. Donc, amusons-nous le mieux possible. Tu as dit de la peinture pour le plaisir ou est-ce que certaines personnes... Non, mais non, j'ai aucune prétention. D'accord. Juste pour le plaisir. Ouais. Si tu avais l'occasion aujourd'hui de te passer un message à toi plus jeune, peu importe l'âge, lequel serait-il, ce message? Ah, alors, sans avoir de regrets non plus, je dirais toute cette période où je glande un petit peu, ou quand des gens importants m'appellent, me proposent des choses et que je ne le fais pas, je me dis, je suis peut-être passé à côté de trucs quand même qui auraient pu changer encore plus ma carrière, me donner des possibilités de faire des trucs importants, des grands films que j'ai refusés avec des rôles principaux. Je me dis, là, j'ai peut-être été un peu ballot quand même. Mais bon, voilà, c'est tout, ça ne m'a pas empêché de vivre, je suis là, je vais très bien, tout va bien. Mais je me dis, tiens, voilà, si je devais reparler au petit garçon que j'ai été, arrête tes âneries. C'est vrai que mon père était cool pour ça, il ne me poussait à rien. T'as pas envie? Ok, t'as pas envie. En interview, quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que, aujourd'hui, à laquelle tu aimerais que je te pose et que tu répondes? Mon tour de poitrine, on ne me l'a jamais demandé. Patrick, s'il te plaît, je crois que le public ici aimerait énormément que tu nous dises quel est ton tour de poitrine. Le public, est-ce que ça vous intéresse, s'il vous plaît? Eh bien, je ne le sais pas. Alors, si quelqu'un a un maître et voulait le savoir, mais personnellement, je ne le sais pas. Ah. Et en revanche, j'ai grandi un petit peu là-dedans parce que
il faut savoir que toutes mes copines de l'école du spectacle, ça coûte très cher pour une jeune fille, une parure, c'est quand même très très cher. Et venaient voir ma maman qui faisait toutes les marques, Triomphe, de Loup, le Jabi, j'ai connu tout ça, j'ai un peu grandi dans le monde de soutien-gorge, et venaient acheter leur petite tenue chez ma maman qui leur vendait tout simplement au prix de gros, qui ne prenait pas un bénéfice, et elles étaient contentes, parce qu'une parure, c'est très cher. C'est quoi la suite pour toi? C'est quoi C'est quoi la suite pour toi? La suite de ma vie? Alors, Ah, ça pourrait être ça. Je parlais professionnellement, mais si tu veux, on peut... Professionnellement, alors je vais te dire, j'ai pris ma retraite donc il y a 5 ans. Je n'avais pas spécialement envie de m'arrêter, de bosser moins, ça c'est sûr. Eh bien écoute, j'ai pas eu besoin de le demander ni de le faire, parce que dès que je suis parti en Charente-Maritime, on m'a quasiment plus appelé. Donc c'est pas grave, il y a des gens qui m'appellent de temps en temps. Si j'ai envie, je dis oui, si j'ai pas envie, je dis non. Mais c'est pas très grave, je suis pas frustré. Non, ça m'aurait fait plaisir de continuer, d'abord parce que j'aime bien mon métier, et de revoir des copains de temps en temps. Voilà, la joie et le bonheur de partager les choses ensemble. Mais là, tu vois, je suis en Charente-Maritime et il y a le département qui m'a appelé, qui font un stage doublage la semaine prochaine, le week-end prochain, à Rochefort, et qui m'ont demandé, Patrick, est-ce que tu accepterais de diriger cette session pour apprendre? Ce sont des comédiens, déjà, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de faire de doublage, donc de j'aime pas le mot enseigner, transmettre voilà, le désir et la technique pour faire du doublage. Et ça, j'ai accepté. Voilà, mais ça m'est tombé dessus par hasard, tu vois, et je suis ravi de le faire. Ça m'amuse beaucoup, donc je suis très content le week-end prochain de faire ça avec eux. Patrick, merci beaucoup. Merci à toi. Pour moi, c'était vraiment un plaisir, un honneur. Il y a quelque chose qui est à la fin de tous les comme à la maison. C'est que moi, je vais remercier le public. Donc, merci le public. Je remercie l'invité. Merci Patrick. Et puis, je pose le micro et le mot de la fin est pour toi. Tu as 10 secondes ou 2 minutes, comme tu le veux, pour dire ce que tu veux. C'était Ed. Merci à vous et au revoir. Et merci déjà d'être là, d'être venu m'écouter. Ça me touche beaucoup. Je dis toujours, si nous existons, nous les comédiens, c'est grâce à vous. Parce que sans vous, on n'est rien. Là, ça ferait une belle salle de théâtre, on a une jolie scène, mais si j'étais seul à jouer pour des chaises, ce serait pas très drôle. Donc voilà, c'est grâce à vous que ce métier existe. J'essaie là, avec les copains et surtout pour la nouvelle génération, de me battre contre l'IA. Non pas que je sois contre l'IA. Je n'ai rien contre l'IA, ça va être très bien pour la recherche scientifique, tout ça. Je n'ai rien contre les machines, tant qu'elles sont au service de l'homme, mais j'ai tout contre les machines quand c'est l'homme qui se retrouve au service des machines. Ça, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie que nos enfants et nos petits-enfants écoutent des films doublés par des voix synthétiques qui ont chopé ma voix ou celle d'un autre. Parce que sinon, même au théâtre, alors avec la robotique et la technologie maintenant, on peut mettre un robot sur scène avec mon apparence. On fait des choses maintenant, la peau ressemble, c'est extraordinaire. Et avec ma voix, vous auriez envie d'emmener vos gamins voir des robots jouer sur scène. Ça n'a pas d'âme, une machine. Et qu'est-ce qui est le plus beau chez un être humain? C'est l'âme, c'est la sensibilité, c'est les erreurs. De se planter, même sur scène, tiens, ce que je viens de faire, parce qu'on cherche ces mots, une machine ne fera pas ça. Il n'y aura pas cette humanité, tous ces petits détails qui font la vie. Voilà. Mais non, ça va. Alors, je sais pas, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé tout à l'heure en dédicace, à chaque fois, ils me demandaient, Patrick, tu peux nous hurler un Kamehameha? J'ai dit, écoutez, si j'en fais un à chacun, en fin de journée, je n'ai plus de voix. J'ai dit, maintenant, si vous voulez en enregistrer un et que je vous en fasse un, je le fais avec grand plaisir. J'ai déjà la voix un peu fatiguée, là, au bout de 3 jours. Sortez vos téléphones et vous me dites quand vous êtes prêts, et je vous crie un Kamehameha. C'est bon? Vous êtes prêts? Kamehameha! Je ne sais pas combien de fois je l'ai crié en 40 ans. Je n'ai jamais compté, mais c'est complètement dingue. D'ailleurs, la première convention que j'avais faite, les gens
en dédicace. Tu me fais un Kamehameha? Je voudrais l'enregistrer sur mon téléphone. Oui, oui. Et j'ai dû en faire 200 dans la journée. C'était le dimanche, je repartais, et le lundi matin, j'enregistrais Bones. Et je suis arrivé, je parlais comme ça. Et je me suis dit, merde, comment on fait? Alors j'ai regardé le directeur artistique, j'ai dit, t'inquiète pas, j'ai une idée. Et le premier moment où est apparu David Boréal, je fais, excuse-moi, j'ai un problème de gorge. J'ai mal à la gorge, j'ai attrapé un coup de froid. Donc je voulais te dire, Tempérance Brennan. Et hop, j'ai enchaîné comme ça, ce qui n'était pas du tout dans le film. Et je me suis dit, la chaîne acceptera ou pas, on les avait prévenus en disant, ils ont fait, non, c'est très rigolo, ça passe très bien. Et l'épisode, donc, a été enregistré comme ça. Voilà les petites anecdotes qu'il n'y aurait pas avec l'IA. Voilà. Je vous embrasse, je vous remercie. Soyez heureux et prenez soin de vous. Ça, c'est le plus important.